Je peux sauver votre accord. J'ai 4 doctorats, déclara la petite fille en haillons. Avant de continuer, veuillez commenter de quelle ville vous regardez. Le silence qui suivit fut si dense qu'on aurait pu le trancher au couteau. Dans le bureau panoramique au sommet d'un immeuble haussmannien de l'avenue Montaigne, l'air sentait la défaite à plusieurs milliards d'euros. Des lustres en cristal projetaient une lumière froide sur la table en marbre italien, où une douzaine d'hommes en costume sur mesure contemplaient leurs ruines avec des visages de cire. Par les baies vitrées, la tour Eiffel scintillait, indifférente au drame qui se jouait, un monde de pouvoir et de richesse sur le point de s'effondrer. Et puis, il y avait elle, Chloé, 10 ans, se tenait dans l'embrasure de la porte en chêne massive, une tache de misère sur une toile de luxe immaculée. Son manteau trop grand pour homme lui servait de robe, ses baskets étaient déchirées, laissant entrevoir le carton qui bouchait les trous. Son visage était maculé de suie, mais ses yeux gris, incroyablement lucides et pénétrants, balayaient la pièce avec une autorité qui n'appartenait pas à une enfant, créant un contraste si violent qu'il en était presque irréel. Roland, le chef de la sécurité, un colosse à la carrure d'ancien légionnaire, fut le premier à réagir. Il traversa la pièce en 3 enjambées, son ombre menaçante engloutissant la silhouette frêle de l'enfant. Son visage, habituellement impassible, était crispé par une incrédulité mêlée d'agacement. Pour lui, cette intrusion n'était pas un mystère, mais une simple faille dans le périmètre de sécurité. Une tâche qu'il devait effacer sur le champ avant que le grand patron, Arnaud de la Rochefoucauld, ne le tienne pour responsable. C'est alors qu'une voix, glaciale et tranchante comme une lame de guillotine, s'éleva. C'était celle de Madame Sophie Dubois, la directrice exécutive, une femme dont l'élégance en tailleur Chanel n'avait d'égal que son mépris pour tout ce qui se situait en dehors de son monde doré. « Roland, qu'est-ce que cette « chose » fait ici ?» siffla-t-elle, le mot « chose » chargé d'un venin qui fit grimacer même les avocats les plus endurcis. Ses yeux parcouraient Chloé de haut en bas, s'attardant sur les baskets déchirées avec une répulsion non dissimulée. Sans attendre de réponse, elle enchaîna avec un geste dédaigneux de la main, comme si elle chassait un insecte. « Sortez-la immédiatement, je ne veux pas savoir comment elle est entrée. Faites-la disparaître avant qu'elle n'infecte la moquette en pure laine de Nouvelle-Zélande. L'odeur de la misère est si tenace. » Chaque mot était une gifle, une humiliation publique conçue pour rétablir l'ordre social et rappeler à chacun sa place. Pendant ce temps, Arnaud de la Rochefoucauld, avachi dans son fauteuil en cuir poltronafrau, observait la scène non pas avec colère, mais avec une lassitude amusée. L'effondrement imminent de son accord de 200 milliards d'euros l'avait plongé dans un état de torpeur cynique. Cette interruption grotesque était, à sa manière, un divertissement inattendu, un grain de sable absurde dans une mécanique déjà enrayée. Il laissa faire, curieux de voir jusqu'où irait le zèle de sa directrice. Obéissant à l'ordre tacite, Roland posa sa main, large comme une batte de baseball, sur l'épaule décharnée de l'enfant. Le contact était brutal, impersonnel. Il commença à la pousser fermement vers la porte, s'attendant à des pleurs, des supplications ou une résistance futile. Pour lui, la procédure était standard, neutraliser la nuisance, la remettre aux autorités compétentes et oublier son existence. La misère de Paris avait 1000 visages et celui-ci ne serait bientôt qu'un souvenir flou. Mais Chloé ne pleura pas. Elle ne résista pas physiquement. Au lieu de cela, elle se tint droite, ancrant ses pieds nus sur le sol, comme si elle y puisait une force invisible. Ses yeux gris ne quittaient pas le visage du seul homme qui comptait dans cette pièce, le milliardaire. Sa voix, quand elle parla, était d'une clarté de cristal, totalement dénuée de l'inflexion enfantine que tous attendaient. « Je vous ai dit que je pouvais vous aider, vous perdez du temps. » Le mot tomba dans la pièce avec le poids d'un ordre irrévocable. « Assez !» Arnaud de la Rochefoucauld s'était adressé. Sa voix n'était pas forte, mais elle portait une autorité qui figea instantanément Roland, sa main suspendue en l'air. Le silence revint, plus lourd encore qu'avant. Tous les regards, y compris ceux, stupéfaits, de Madame Dubois, convergèrent vers le PDG. L'ennui était son pire ennemi, plus encore que la perte d'argent. Et depuis 1 heure, ses experts grassement payés ne lui offraient que des platitudes et des excuses. Cet enfant, cette anomalie improbable, était la première chose véritablement intéressante de sa journée. Ce n'était pas de la pitié qui le poussait à intervenir, mais une curiosité morbide et le pressentiment que le spectacle n'était pas encore terminé.
Il fixa Chloé, un léger rictus d'amusement cynique étirant ses lèvres. « Ah oui, 4 doctorats, dis-tu. Et en quoi, petit Einstein? En ramassage de poubelles ou en esquive de la police ?» Il se pencha en avant, posant ses coudes sur la table en marbre. « Très bien, tu as 2 minutes. 2 minutes pour expliquer comment tu comptes résoudre un problème qui a mis à genoux 50 des meilleurs avocats d'affaires du monde. Si tu échoues, je te livre moi-même à l'aide sociale à l'enfance. Le chronomètre démarre maintenant. » Sans la moindre hésitation, Chloé ignora les regards oscillants entre le mépris et la stupéfaction. Elle traversa le tapis persan, ses baskets déchirées s'enfonçant silencieusement dans la laine coûteuse et s'arrêta devant l'immense écran tactile mural qui affichait des organigrammes juridiques et des clauses contractuelles complexes. La lueur bleutée du moniteur illuminait son visage souillé, créant une icône surréaliste de misère et de génie au cœur du pouvoir. Elle leva une main. Son doigt, maculé de suie, se posa sur la surface lisse et froide de l'écran. D'un seul geste, un balayage horizontal net et précis, elle effaça tout. Les graphiques, les analyses de risque, les paragraphes en japonais et en français, tout disparut pour laisser place à un vide noir et réfléchissant. Un hoquet collectif parcourut la pièce. C'était un acte d'une audace si pure qu'il tenait de la profanation. Se retournant pour faire face à l'assemblée pétrifiée, sa petite silhouette se découpant sur le néant de l'écran, elle parla d'une voix qui n'avait rien d'enfantin. « Votre erreur est fondamentale. Vous traitez un problème de physique quantique avec les outils du droit des affaires. C'est comme essayer d'opérer un cerveau avec une clé à molette. La patente japonaise, continua-t-elle en pointant un doigt accusateur vers les avocats, protège la molécule dans son état de spin positif. La vôtre, chez Roche Biopharm, la protège dans son état de spin négatif. Vous vous battez pour 2 faces d'une même pièce, en assumant une dualité binaire rigide, ignorant la théorie de la superposition quantique collapsable que mes parents ont théorisée en s'appuyant sur des travaux de l'école normale supérieure. » Son regard balaya la salle, ne s'arrêtant sur personne et pourtant clouant chacun sur place. Les 2 brevets, pris séparément, décrivent une arme sans munitions, une coquille vide. Mes parents, en suivant les protocoles de l'Institut Pasteur, ont créé les munitions, une séquence de peptides synthétiques qui force le collapsus du fameux état quantique au moment précis de la liaison cellulaire. Sans ce peptide, vos 2 molécules sont inertes. Ensemble, elles sont la clé. Un silence glacial s'installa, plus profond que celui de la défaite. Madame Dubois était blême, sa bouche entr'ouverte dans une expression d'incrédulité totale. Les avocats se regardaient, leurs diplômes prestigieux et leurs honoraires à 6 chiffres se dévaluant à chaque mot prononcé par l'enfant. Arnaud, lui, ne souriait plus. Il était penché en avant, les yeux rivés sur Chloé, son cynisme remplacé par une concentration féroce. Et l'impasse dans le contrat, ajouta Chloé, comme si elle ne faisait que noncer une évidence, n'est pas un simple problème de traduction. C'est une construction délibérée. Les juristes japonais y ont inséré un kakekotoba légal, un mot pivot à double sens qui, dans ce contexte, signifie à la fois partenariat et annulation. C'est un piège sémantique. Elle fit une pause, laissant le poids de la révélation s'installer. Cette clause est conçue pour s'annuler elle-même si une influence externe non déclarée est démontrée comme étant à l'origine de la synergie des 2 technologies. Ils ont parié que vous ne trouveriez jamais la pièce manquante, le peptide de mes parents, et que vous vous épuiseriez dans des litiges sans fin. Puis vint le coup de grâce, la solution si simple et si profonde qu'elle en était humiliante pour tous les experts présents. La solution, comme diraient les philosophes de la Sorbonne, n'est donc pas une nouvelle clause, mais un émendement éthique. Vous devez ajouter un annexe au contrat reconnaissant la dette intellectuelle primaire envers mes parents, les docteurs Alain et Marie Duval. Cette annexe cédera 2% des bénéfices futurs à une fondation de recherche portant leur nom. Légalement, cet acte constitue la reconnaissance de l'influence externe non déclarée. Il dissout la structure du kakekotoba, rendant la clause d'annulation caduque et fusionne de facto les 2 brevets sous l'égide de la nouvelle entité. Car vous aurez reconnu que l'un ne peut exister sans l'autre. Un silence sépulcral tomba sur la salle. Il n'était plus question de milliards perdus ou gagnés. C'était le silence de l'orgueil brisé, de la complexité réduite à une clarté assourdissante. Madame Dubois fixait le vide, son masque de supériorité complètement évaporé, laissant place à une femme désemparée. Les avocats regardaient leur dossier comme s'il s'agissait de reliques d'une civilisation dépassée. Arnaud, lui, ne regardait ni ses avocats, ni l'écran vide, ni les chiffres sur ses moniteurs. Il ne voyait que la petite fille en haillons qui se tenait au centre de son empire.
Dans ses yeux gris, il ne lisait ni la peur ni l'arrogance, mais la certitude tranquille de celle qui connaît la vérité. Il ne voyait plus une enfant des rues, mais la seule personne qui venait de lui rendre 200 milliards d'euros, et peut-être bien plus encore. Le silence qui s'abattit sur la salle de conférence n'était pas un vide, mais une substance dense et palpable. C'était le son assourdissant de 50 esprits brillants formés dans les plus grandes écoles, réalisant simultanément leur obsolescence face à une enfant de 10 ans. Chaque mot de Chloé avait été un coup de burin, fracturant les fondations de leur expertise et de leur orgueil. Le visage de Madame Sophie Dubois était une étude de la décomposition de l'arrogance. Son teint, habituellement d'une pâleur aristocratique, était devenu cireux, presque translucide. Son rouge à lèvres carmin, appliqué avec une précision militaire, semblait désormais grotesque sur une bouche entr'ouverte par la stupéfaction. Ses yeux, qui quelques minutes plus tôt lançaient des éclairs de mépris, étaient maintenant vides, fixant l'enfant comme si elle était une apparition, un fantôme venu juger leur monde. Les avocats, eux, baissaient la tête. Un par un, leurs regards glissaient de Chloé vers les dossiers en cuir de veau posés devant eux. Ces documents, qui représentaient des milliers d'heures de travail et des millions d'euros d'honoraires, semblaient soudain aussi pertinents que des dessins d'enfants. Une honte brûlante montait à leurs joues, la honte d'avoir été non seulement vaincu, mais rendu complètement insignifiant par une logique si pure qu'elle en était extraterrestre. La pièce elle-même semblait retenir son souffle. La lumière des lustres en cristal paraissait moins éclatante, comme si elle était absorbée par la gravité de la révélation. Le cliquetis lointain de la circulation sur l'avenue Montaigne, habituellement un bruit de fond rassurant du pouvoir parisien, semblait désormais lointain et étranger. Un nouvel ordre venait d'être établi dans ce sanctuaire du capitalisme, et il n'avait pas été négocié, mais simplement énoncé. Au centre de ce séisme silencieux, Arnaud de la Rochefoucauld ne bougeait pas. Mais à l'intérieur, un univers s'effondrait pour en laisser naître un autre. Le choc initial, l'incrédulité amusée, puis la concentration féroce avaient laissé place à une épiphanie si violente qu'elle lui coupa le souffle. Il regardait Chloé, mais pour la première fois, il ne voyait ni les haillons, ni la suie, ni la misère. Il voyait un miroir impitoyable qui lui renvoyait l'image de ce qu'il avait été ou de ce qu'il aurait pu être. Dans les yeux gris et déterminés de cet enfant, il revoyait la faim intellectuelle, la passion brute et l'audace sans limite qui l'animait à ses débuts, avant que les milliards ne construisent une forteresse de cynisme autour de son cœur. Il vit la pureté d'un génie non corrompu par la recherche du profit, une intelligence tournée non pas vers l'accumulation, mais vers la résolution. Il comprit que pendant des années, il avait joué à un jeu fini, celui de l'argent et du pouvoir, alors que cet enfant, elle, comprenait les règles du jeu infini, celui de la connaissance et de la création. Et puis, une autre réalisation, plus personnelle et plus douloureuse, le frappa: la solitude. Son monde était peuplé de subordonnés, de rivaux et de flatteurs, mais il était profondément seul. Cet enfant, avec sa franchise brutale et sa clarté de pensée, était la première personne depuis décennies à lui avoir parlé sans filtre, sans peur et sans agenda caché. Le sortilège fut rompu. Le son d'un rire, un petit rire étranglé, nerveux et incroyablement déplacé. C'était Madame Dubois qui tentait de reprendre pied, de rationaliser l'impossible. « C'est absurde », murmurait-elle, cherchant l'approbation des autres. Une coïncidence, un coup de chance, elle a dû entendre ça quelque part. Arnaud de la Rochefoucauld se leva, lentement. Chaque centimètre de son mouvement était chargé d'une autorité nouvelle, non plus celle d'un PDG, mais celle d'un homme qui venait de redéfinir sa propre existence. Tous les regards se tournèrent vers lui, mais le sien était fixé sur une seule personne. Son regard tomba sur Sophie Dubois, et il n'était pas colérique, il était pire, il était calme, chirurgical et dénudé de toute émotion. « Sophie, commença-t-il, sa voix basse résonnant dans le silence absolu, depuis 1 heure, quelle a été votre contribution à cette réunion de crise ?» Il n'attendit pas de réponse. « Vous vous êtes plainte de la possible contamination d'une moquette en pure laine de Nouvelle-Zélande. Vous avez qualifié cet enfant de chose. Vous avez passé votre temps à évaluer la surface, l'apparence, le contenant. Chaque mot était une pierre jetée dans la mare de la suffisance de sa directrice.
Pendant ce temps, cette chose, comme vous l'appelez, a fait ce que 50 des esprits les plus chers de la planète n'ont pas pu faire. Elle n'a pas seulement sauvé un accord, elle a vu la structure de l'univers là où vous ne voyez que de la saleté. Il fit un pas vers Chloé, se plaçant symboliquement entre elle et le reste de la pièce comme un protecteur. Votre erreur, Sophie, n'est pas de sous-estimer une enfant. Votre erreur est de croire que la valeur se mesure à la coupe d'un tailleur Chanel ou à l'adresse sur une carte de visite. Vous êtes aveugle au seul capital qui compte vraiment, le génie humain. Puis, il lui asséna le coup de grâce, avec une courtoisie glaciale qui était 1000 fois plus humiliante qu'un renvoi brutal. Vous allez personnellement superviser la rédaction de l'annexe au contrat. Vous le taperez vous-même s'il faut, et vous suivrez mot pour mot ce que Mademoiselle Duval a dicté. Le titre « Mademoiselle Duval » suspendu dans l'air conféra à Chloé un statut et une dignité que personne n'aurait osé lui contester. C'était un adoubement. Se tournant vers les avocats pétrifiés, son ton redevint celui du chef d'entreprise implacable. « Messieurs, vous avez vos ordres. Je veux cette annexe rédigée et envoyée à Tokyo dans l'heure. Mettez toute la firme dessus, aucune excuse. » Enfin, il ignora complètement la salle, son empire, ses employés défaits. Il n'y avait plus qu'une seule personne qui comptait. Il s'avança vers la petite silhouette en haillons qui se tenait devant l'écran noir. Et pour la première fois depuis une éternité, un sourire authentique, dénué de tout cynisme, se dessina sur le visage d'Arnaud de La Rochefoucauld. Le milliardaire et l'enfant des rues se faisaient face, le pouvoir ayant définitivement changé de camp. Le tumulte s'était évanoui, laissant derrière lui un silence plus vertigineux que le panorama de Paris qui s'étendait derrière les baies vitrées. Les avocats s'étaient retirés comme une marée basse, emportant avec eux leur orgueil brisé et leurs mallettes en cuir. Madame Dubois avait disparu, évaporée dans une brume de honte. Seul Roland, le chef de la sécurité, se tenait encore près de la porte, le regard perdu, sa massive certitude physique remplacée par une confusion palpable. Arnaud fit un signe de la main à son garde du corps, un geste las mais définitif. « C'est bon, Roland, laissez-nous. » L'homme hocha la tête, le regard glissant une dernière fois avec une sorte de respect craintif vers la petite fille, puis la lourde porte en chêne se referma dans un bruit feutré, scellant le sanctuaire. Le milliardaire et l'enfant des rues étaient enfin seuls, suspendus à 100 mètres au-dessus du monde, dans une bulle de luxe et de silence. Il ne s'abrocha pas tout de suite. Il la contempla un instant, cette anomalie en haillons qui se tenait au centre de son univers. Elle n'avait pas bougé, ses pieds nus plantés sur le tapis persan comme si elle y puisait une force tellurique. Elle était le calme au cœur de la tempête qu'elle venait de déchaîner. Arnaud sentit le poids de ses milliards, de son empire, de sa vie entière, devenir soudain léger, presque dérisoire face à l'énigme que représentait cet enfant. Lentement, il contourna la table en marbre, non plus comme un prédateur dans son territoire, mais comme un pèlerin approchant d'un oracle. Il ne s'assit que dans son fauteuil de PDG, trône de son pouvoir. À la place, il s'agenouilla. Le craquement de ses genoux sur le sol fut le seul son dans la pièce, un acte d'une humilité si profonde que personne, pas même lui, ne l'aurait cru possible une heure plus tôt. Il se mit à sa hauteur, pour que leurs regards puissent enfin se croiser d'égal à égal. Sa voix, lorsqu'il parla, avait perdu toute son ironie, toute sa dureté. Elle était à peine plus qu'un murmure, empreint d'une curiosité sincère et presque craintive. La fondation, le laboratoire, l'accès à toutes les ressources de la planète. Tout cela est à toi, Chloé. C'est acquis. Tu n'as même pas à le demander. Il fit une pause, cherchant ses mots, réalisant que son langage habituel, celui des contrats et des acquisitions, était ici inutile. Mais ce n'est pas la vraie question, n'est-ce pas? Continua-t-il, plongeant son regard dans les yeux gris de l'enfant qui le fixait avec une intensité qui ne faiblissait pas. Ce sont des outils, des conséquences. Je veux savoir ce qu'il y a avant tout ça. Je veux savoir ce que toi tu veux, pas le génie, pas la sauveuse d'entreprise, juste toi. La question resta en suspens dans l'air chargé d'électricité. La tour Eiffel se mit à scintiller de loin, marquant le début de la nuit comme un sablier de diamants mesurant ce moment hors du temps. Arnaud attendait, retenant son souffle, sentant que la réponse à cette question allait redéfinir non seulement l'avenir de cet enfant, mais aussi le sien. Chloé ne répondit pas tout de suite. Pour la première fois, une fêlure apparut dans son armure stoïque. Ses lèvres tremblaient imperceptiblement. La petite fille de 10 ans, cachée sous 4 doctorats et une vie de survie, menaçait de faire surface.
Elle baissa les yeux vers ses baskets déchirées, comme si elle y puisait un courage qu'elle n'avait jamais eu besoin de trouver auparavant. Quand elle releva la tête, une larme solitaire traça un sillon propre sur sa joue maculée de suie. Sa voix était si basse qu'Arnaud dut se pencher pour l'entendre, une voix d'enfant enfin, fragile et pure. « L'argent ne m'intéresse pas, monsieur. L'argent, c'est ce que les gens utilisent pour acheter des choses qui partent, des voitures, des maisons, des billets de train pour ne jamais revenir. » Chaque mot était une petite pierre jetée dans le silence, résonnant avec le poids d'un abandon trop bien connu. Elle prit une profonde inspiration et livra le cœur de sa vérité, une vérité si simple et si fondamentale qu'elle en était dévastatrice. Je ne veux pas d'un laboratoire où je serai seul la nuit. Je ne veux pas d'une maison où les lumières sont toujours éteintes quand on rentre. Son regard se verrouilla sur le visage d'Arnaud et elle lui transmit toute la solitude de son jeune monde en une seule phrase. Je veux quelqu'un qui ne parte pas, quelqu'un qui ferme la porte le soir et qui est encore là le matin. C'est tout. Le souffle d'Arnaud de la Rochefoucauld se coupa net. Ce ne fut pas une idée, mais un choc physique, un séisme intérieur qui fissura les dernières murailles de son cynisme. 200 milliards d'euros. Des gratte-ciel à Dubaï, des laboratoires à Tokyo, des parts dans des centaines d'entreprises. Il possédait le monde, mais il comprit soudain qu'il n'avait pas ce que cet enfant venait de lui décrire, la simple, terrifiante et précieuse promesse du lendemain. Il ferma les yeux un instant, submergé. Il ne voyait plus une orpheline, mais le miroir de sa propre solitude dorée. Il rouvrit les yeux et sa décision était prise, non par son cerveau d'homme d'affaires, mais par une partie de lui qu'il croyait morte depuis longtemps. Sa voix était rauque d'une émotion qu'il ne chercha pas à cacher. « Je ne peux pas remplacer ce que tu as perdu, Chloé. Personne ne le peut. » Il tendit une main, non pas pour la prendre, mais comme une offre, une ancre dans la tempête. « Mais je peux te faire une promesse, une seule. Je ne suis pas un scientifique, ni un père parfait, mais je peux être là le matin. Je serai là, chaque matin. » Pour toute réponse, Chloé fit un pas en avant, et pour la première fois, elle posa sa petite main sale dans la paume du milliardaire. Le contact fut un courant électrique, la fusion de deux solitudes, la naissance d'une nouvelle constellation. Dans le bureau le plus puissant de Paris, un accord bien plus important qu'un contrat de 200 milliards d'euros venait d'être scellé, sans avocat, sans clause, juste avec la promesse d'un lendemain. 6 mois plus tard, le grand amphithéâtre de la Sorbonne, sanctuaire du savoir français, était baigné d'une lumière solennelle. Sous les fresques illustrant les triomphes de l'esprit humain, une assemblée de maires venus des plus grandes métropoles du monde était réunie. L'air était chargé d'un scepticisme poli et de l'odeur de vieux livres, un contraste frappant avec l'odeur de défaite qui flottait jadis dans le bureau d'Arnaud. Au centre de cette arène intellectuelle se tenait Chloé, désormais vêtue d'une simple robe bleu marine et de chaussures plates, une tenue qui criait l'élégance discrète plutôt que la richesse ostentatoire. Son apparence avait changé, mais son essence demeurait intacte. Le visage était propre, les cheveux soigneusement coiffés en une simple queue de cheval, mais ses yeux gris conservaient cette intensité perçante, cette capacité à voir au-delà des surfaces. Elle n'était pas impressionnée par les dorures de l'amphithéâtre, ni par les titres ronfreux de son auditoire. Pour elle, ce n'était qu'une autre pièce, un autre problème à résoudre, plus vaste, plus humain, mais fondamentalement identique à celui qui l'avait sortie de la rue. Le défi était immense. La fondation Roche Innova, qu'elle dirigeait désormais avec une autorité tranquille, proposait une refonte radicale des politiques sociales urbaines. Elle demandait à ses maires de détourner des milliards d'euros de programmes traditionnels pour investir dans un algorithme prédictif conçu pour identifier le potentiel latent chez les jeunes des quartiers les plus défavorisés. L'idée était si audacieuse, si disruptive, qu'elle frisait l'arrogance aux yeux de ses administrateurs chevronnés. Assise au premier rang, presque invisible dans la pénombre, Arnaud de la Rochefoucauld n'était plus le PDG impitoyable, mais une figure paternelle dont la fierté était palpable. Il ne regardait pas les dignitaires, mais uniquement la petite silhouette sur scène. Il avait tenu sa promesse. Il était là chaque matin. Et chaque jour, il voyait le miracle se déployer. Non pas le miracle d'un génie sauvant son entreprise, mais celui d'une enfant apprenant à faire confiance au lendemain. Le maire de Munich, un homme pragmatique, dont sa ville est un modèle d'efficacité, prit la parole, sa voix résonnante avec l'autorité de décennies d'expérience. « Mademoiselle Duval, votre vision est inspirante, mais avec tout le respect que je vous dois, elle repose sur un algorithme, une boîte noire. Nous gérons des vies humaines, pas des ensembles de données.
Comment pouvez-vous nous garantir que votre technologie n'est pas simplement une forme de déterminisme social 2.0 » Chloé ne se laissa pas déstabiliser. Elle hocha la tête, validant la pertinence de la question avec une maturité qui fit taire les murmures dans la salle. Elle s'approcha du pupitre, mais n'y chercha aucune note. Sa voix, claire et stable, emplit le silence. « Monsieur le maire, votre préoccupation est non seulement légitime, elle est au cœur même de notre démarche. C'est précisément parce que les modèles actuels sont déterministes que nous devons les changer. » D'un geste, elle projetait une carte thermique de Munich sur l'écran géant derrière elle. Vos services utilisent un modèle de régression linéaire pour allouer les ressources, basé sur des indicateurs de pauvreté, de criminalité et d'échec scolaire. C'est efficace pour gérer le risque, mais cela ignore complètement les îlots de potentiel, ces microzones où, malgré des conditions identiques, l'innovation et la résilience émergent spontanément. Votre modèle voit le problème, le nôtre cherche la solution qui existe déjà. Puis, elle zooma sur un quartier précis, un point rouge sur la carte. Ici, dans le district de Neuperlach, vos données signalent un taux de décrochage scolaire de 35%. Nos données, en analysant les forums en ligne, les projets de bibliothèques de quartier et les réseaux d'entrée d'informels, ont identifié un groupe de 12 adolescents qui, sans aucune aide, ont appris le codage Python et développé une application pour optimiser les trajets des travailleurs de nuit. Votre système les étiquette comme à risque. Le mien les identifie comme de futurs entrepreneurs. Le coup de grâce ne fut pas technologique, mais profondément humain. Notre algorithme n'est pas une boîte noire, monsieur le maire. Il a été co-développé par Karim, 17 ans, l'un des premiers talents que notre fondation a découvert dans les quartiers nord de Marseille. Il a fui un système qui voulait faire de lui un mécanicien pour devenir l'un des architectes de données les plus brillants que j'ai jamais rencontrés. Il n'a pas été sauvé par la charité, il a été libéré par la reconnaissance de sa valeur. Une onde de choc silencieuse parcourut l'assemblée. Le maire de Munich resta debout, sa bouche légèrement entr'ouverte, son scepticisme remplacé par une admiration non dissimulée. Les autres maires se penchaient en avant, leurs carnets de notes oubliés, leurs esprits entièrement captivés. Ils ne voyaient plus une enfant prodige, mais une visionnaire qui leur offrait non pas un programme, mais un changement de paradigme. Dans l'ombre du premier rang, une larme solitaire traça un sillon sur la joue d'Arnaud. Il ne voyait pas la leader acclamée, mais la petite fille qui, 6 mois plus tôt, lui avait demandé la seule chose que son argent ne pouvait acheter, la promesse d'un lendemain. Il avait investi dans une enfant perdue, il avait récolté un avenir pour le monde. Chloé conclut, sa voix douce mais inflexible, « Je ne vous demande pas de croire en une technologie. Je vous demande de croire au potentiel que vous ignorez chaque jour dans vos propres rues. La plus grande ressource de vos villes ne se trouve pas dans vos budgets, mais dans l'esprit de ceux que vous avez jugés invisibles. » Un silence total s'installa avant d'être pulvérisé par le tonnerre d'une ovation debout. Arnaud de la Rochefoucauld, le bâtisseur d'empire, se leva et applaudit, non pas pour la sauveuse de son accord, mais pour sa fille. 10 ans s'étaient écoulés. La scène n'était plus un bureau parisien opulent, mais le grand hémicycle du Palais des Nations à Genève, le cœur battant de la diplomatie mondiale. Face à une assemblée de chefs d'État, de lauréats du prix Nobel et de leaders d'opinion, se tenait Chloé de la Rochefoucauld. À 20 ans, elle n'était plus l'enfant en haillons, mais une jeune femme dont l'élégance sobre ne masquait en rien l'intensité de son regard. La suie avait disparu de son visage, mais la même lueur d'acier gris brillait dans ses yeux. Une flamme qui avait depuis longtemps cessé de combattre pour survivre et brûlait désormais pour transformer. Elle était là pour présenter le rapport décennal de la Fondation Roche-Innova, une entité qui, en une décennie, était passée du statut de projet philanthropique excentrique à celui de force géopolitique la plus disruptive de la planète. Le scepticisme poli qui avait accueilli ses débuts à la Sorbonne s'est mué en une attention quasi religieuse. Chaque mot prononcé dans cette salle était pesé, analysé, car il portait le poids de révolutions silencieuses qui avaient déjà redessiné des pans entiers de la société mondiale, de la santé publique à l'éducation en passant par l'urbanisme. Assis au premier rang, presque effacé dans la solennité du décor, Arnaud de la Rochefoucauld n'était plus le titan des affaires que le monde connaissait. Son visage, adouci par les années, ne reflétait plus l'arrogance du pouvoir, mais l'humilité profonde d'un témoin. Il ne voyait pas la stratège acclamée par les nations, mais la petite fille qui lui avait appris que la plus grande acquisition de sa vie ne serait pas une entreprise, mais une promesse tenue. Son plus grand héritage n'était pas les milliards légués, mais le monde que cette promesse avait permis de construire. Il y a 10 ans, le monde a failli perdre 200 milliards d'euros à cause d'un problème de physique quantique mal compris, commença Chloé,
sa voix claire et calme résonnant dans le silence absolu. Aujourd'hui, je suis ici pour vous parler des trillions de dollars de potentiel humain que nous perdons chaque jour parce que nous nous obstinons à utiliser les mauvais outils pour mesurer la valeur. D'un geste, les écrans géants s'illuminèrent, non pas de graphiques financiers, mais de visages. Nos détracteurs nous ont appelés des utotistes lorsque nous avons lancé notre algorithme de détection de potentiel. Ils le voient aujourd'hui à l'œuvre. Le projet Source Claire, qui a rendu l'eau potable à 50 millions de personnes dans le Sahel, n'a pas été conçu dans un laboratoire de Boston, mais par Aïcha, 18 ans, qui a grandi dans les quartiers nord de Marseille et qui a résolu le problème de la filtration membranaire en observant les cactus de sa grand-mère. Le système de prédiction pandémique Cassandre, qui a permis d'éviter une crise sanitaire mondiale l'an dernier, n'est pas né dans la Silicon Valley. Il a été codé par Omar, un réfugié, qui a appris la programmation sur un vieux téléphone dans un camp en Jordanie, en créant un modèle basé sur les schémas de migration des oiseaux. Notre fondation n'a pas créé des génies, elle a simplement cessé de les traiter comme s'ils étaient invisibles. Sa voix se fit plus personnelle, plus intime, capturant chaque regard dans la salle. Il y a 10 ans, j'étais une anomalie statistique. Une orpheline des cités destinée à l'échec, dont la seule valeur se mesurait au poids qu'elle représentait pour l'aide sociale à l'enfance. Ma survie fut un accident, un coup de chance improbable. Mais le talent ne devrait jamais être un accident. L'opportunité ne devrait jamais être une loterie. Puis vint le coup de grâce, le défi lancé au monde entier. Je ne suis pas venu vous présenter un rapport, mais une révolution. Je vous propose aujourd'hui la Charte Duval, un pacte mondial pour traiter le potentiel humain comme notre ressource stratégique la plus précieuse, au-dessus du pétrole, des minerais ou des données. Un engagement à réformer nos systèmes éducatifs et sociaux, non plus pour contenir le risque, mais pour libérer le génie. Le silence qui suivit était assourdissant, le son de 1000 certitudes en train de se fissurer. Alors que l'ovation commençait, un tonnerre d'applaudissements qui secouait les fondations même du pouvoir mondial, Arnaud se leva. Une unique larme traça un sillon sur sa joue, une larme non pas de fierté, mais de gratitude. Il n'applaudissait pas la leader mondiale, ni la sauveuse de son empire. Il applaudissait la petite fille qui, ce jour-là, dans son bureau, l'avait adopté, lui, et lui avait donné un but plus grand que tous ses milliards. La plus grande ressource d'un pays ne se trouve pas dans ses banques ou sous terre. Parfois, elle grêlotte de froid sur un trottoir, attendant que quelqu'un regarde au-delà des vêtements déchirés et voit l'éclat d'un esprit qui peut changer le monde.